Alors je voudrais inviter Madame Douris à rejoindre la tribune. Merci, vous comprenez pourquoi il fallait que ça aille vite. Voilà, on avait peu de temps. Bonjour Madame. On avait peu de temps et forcément on débordait un peu. Allez, diversification, redéfinition des mesures, redéfinition des moyens. Une mesure dite de milieu ouvert peut en effet se décliner différemment selon le service qui la met en œuvre. La diversification, la diversité réside-t-elle alors dans une liste de mesures différenciées ou dans un ensemble de moyens qui viendraient singulariser l'intervention au sein de la mesure elle-même? Au fond, que s'agit-il de mettre en question? La définition des mesures, les pratiques professionnelles, les projets de service. Et depuis hier, nous parlons de diversification des mesures, alors même que le texte de loi ne prévoit que 2 types d'accompagnement, le placement ou le milieu ouvert. Sur quelles assises juridiques se construisent donc les différents modes d'intervention? C'est la question que Madame Douris a accepté que nous lui posions. Elle est docteure en droit, experte juridique en travail social sur la région Rhône-Alpes, je crois. Bonjour. Bonjour à tous, je suis ravie de venir à Évreux. Ça n'a pas été simple pour moi, mais ça me permet de continuer cette invitation que j'ai commencée l'an dernier et qui me permet de déployer finalement un peu plus la pensée juridique sur ce thème qui, vous le savez fort bien, est d'actualité. Et puis, j'aime particulièrement finalement interagir sur un sujet finalement vaste, en régulière évolution, et surtout en régulière évolution comme le suivi de l'enfant et de sa famille doit inspirer vos interventions. Alors convoquer le droit ne fait pas l'ombre d'un doute finalement dans cette ambiance où la loi du 14 mars 2016 a été adoptée. Moi je dirais que le droit c'est la discipline juridique, c'est la discipline qui organise les modalités, les modalités sociales et qui permet aussi d'équilibrer les interventions entre puissance publique et usagers. Et au passage, cette loi qui a été adoptée vient techniquement réaffirmer des fonctionnements prévus préalablement par des textes. La nouveauté n'est pas complète. Elle affirme aussi clairement la mise en œuvre de toutes les formes de protection de l'enfance et cela oblige, me semble expressément, à questionner le présent et l'avenir du mineur. C'est une loi qui finalement, moi, au regard de cette présentation, m'a obligée à, encore une fois, me décaler par rapport à la terminologie du titre des assises pour comprendre finalement ce que recouvrent les termes du titre et comment les arrimer à la discipline juridique. Alors, je vais revenir aussi sur ces thèmes, redéfinition des mesures, redéfinition des moyens, mais aussi sur protection de l'enfance, la diversification dans tous ces états, parce qu'il me semble finalement qu'avec cette ambiance nouvelle issue de la loi du 14 mars 2016, eh bien, la notion de protection de l'enfance qui a été profondément, on va dire, remaniée au niveau de son article L112.3 du Code de l'action sociale et des familles, est une protection qui prend divers tours. Alors, ce n'est pas nouveau par rapport à 2007, ça avait déjà été écrit de cette manière. En revanche, ça a été encore réaffirmé cette année. Et il faut se redire que si la protection de l'enfance, effectivement, doit d'abord être assurée par les titulaires de l'autorité parentale, elle suppose que la politique publique, d'après l'article L112.3, puisse garantir la prise en compte des besoins fondamentaux de l'enfant, puisse soutenir son développement physique, affectif, intellectuel et social, et puisse préserver sa santé, sa sécurité, sa moralité, son éducation.
Alors, conformément à la Convention internationale des droits de l'enfant dont on a parlé tout à l'heure, qui enjoint finalement les États signataires à développer des actions d'aide auprès des parents, cette protection de l'enfance, d'après le même texte, dispose qu'elle comprend des actions de prévention en faveur de l'enfant et de ses parents, l'organisation du repérage et du traitement des situations de danger ou de risque de danger, ainsi que les décisions administratives ou judiciaires prises pour sa protection. Jusque-là, ce sont des définitions qui sont fort connues et qui comprennent finalement vos activités les plus récurrentes, j'imagine, parmi les congressistes de ce jour. Ces interventions, dit aussi le texte, impliquent la prise en compte des difficultés auxquelles les parents peuvent être confrontés. Et c'est là que le texte, finalement, depuis 2007, prévoit aussi que ces mesures ne sont pas faites que pour le mineur, mais particulièrement pour la relation parent-enfant. Il est également envisagé, et ceci depuis 2007 aussi, que la protection de l'enfance, a aussi pour objectif de prévenir les difficultés que peuvent rencontrer les mineurs, privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille et d'assurer leur prise en charge. Dans ce cadre-là, on peut quand même voir que la protection de l'enfance a des tours et des atouts fort divers. Et je rappellerai évidemment jamais assez que l'autorité parentale s'inscrit dans l'établissement de la filiation, mais lorsque finalement cette filiation n'est pas établie, n'est plus établie, ou si elle n'est pas plus établie, en tout cas, elle ne peut plus être exercée par les titulaires de l'autorité parentale, cela va supposer que le droit de l'enfant à une intervention publique, finalement, puisse prendre aussi ces accents d'intervention pour se substituer aux parents. Donc, il me semblait important quand même que, d'après le titre de ces assises, on puisse se redire que la méthodologie de travail qui concerne évidemment d'abord l'accompagnement des familles doivent aussi intégrer les autres objectifs de la protection de l'enfance, parce qu'à cette pluralité d'objectifs qui sont issus de cet article, il y a aussi une pluralité de mesures qui dépassent finalement le strict cadre de l'accompagnement. Il me semblait aussi important de soulever que le deuxième terme de la problématique qui est issu dans le titre consiste à s'arrêter sur le terme de diversification. Alors ça m'a d'abord rappelé un tout autre domaine, la diversification alimentaire qu'on fait pour les bébés, mais c'est-à-dire cette étape du développement de l'enfant qui va être en relation avec les besoins de ce dernier. Mais au-delà du coup de la pluralité que cette notion finalement recouvre, la diversification est l'action de faire prendre à quelque chose des caractères ou des aspects divers, ainsi que le résultat de cette action. Donc il y a une donnée, me semble-t-il, plus subjective, qui suppose une adaptation de l'intervention auprès de l'enfant, en fonction de ses besoins, et aussi suivant, pour faire le lien avec ce que j'ai dit précédemment, suivant qu'il existe ou non une protection parentale. La notion donc de diversification apporte un complément à la notion de diversité. Il ne s'agit, à mon sens, pas de prévoir un catalogue d'interventions qu'on juxtaposerait les unes auprès des autres, mais bien de se concentrer sur la manière de mettre en œuvre une action en lien avec les besoins de la situation. Ces diverses interventions, donc, nécessitent d'intégrer les éléments relatifs à la situation, les éléments les plus précis. Et l'article, d'ailleurs, L112.3, autour duquel je tourne beaucoup pour présenter mon intervention, c'est un article qui a quand même précisé là un élément complémentaire sur ces questions d'intégration d'éléments liés à la vie de la personne, puisque le législateur a dû préciser, et quand c'est écrit, c'est que ça paraît assez important de pouvoir l'exprimer d'une manière collective,
Les modalités de mise en œuvre de ces décisions doivent être adaptées à chaque situation et objectivées par des visites impératives au sein des lieux de vie de l'enfant et en sa présence, et s'appuyer sur les ressources de la famille et l'environnement de l'enfant. C'est, à mon sens, la première fois que c'est écrit aussi clairement, en tous les cas, quand il s'agit de faire un accompagnement de la famille. Par conséquent, il existe une diversité dans les textes juridiques, une diversité de finalités en protection de l'enfance, et cette diversité du coup de finalité va nécessairement impliquer une diversité de mesures. Mais vu la différence d'objectifs, la mesure d'accompagnement de la fonction parentale, qui est l'essence même de votre carrefour, mais aussi de vos interventions probablement, la mesure d'accompagnement, moi, me permet de dire qu'elle ne peut pas répondre à toutes les situations qui sont pourtant prévues par le législateur, et que la diversité des objectifs de protection de l'enfance suppose une diversité de mesures pour permettre au mieux une individualisation au plus juste de la situation, sans que cette évaluation des besoins ne fasse perdre la finalité qui est recherchée, ni le contour de chaque mesure. Donc, pour répondre au contour du sujet, j'ai reformulé finalement la question du point de vue juridique en me posant ceci: dans chacune des modalités de protection de l'enfance, en présence ou en absence des parents, comment assurer une intervention adaptée aux besoins de l'enfant, dans un contexte sécure pour les droits et devoirs des usagers et clarifiant les objectifs des professionnels. Et puis, cette question en appelle une autre: quelles sont les conditions juridiques de chaque mesure garantissant la légitimité d'intervention de cette politique publique? Il me semble donc que d'un point de vue de méthodologie juridique, histoire de ne pas partir dans tous ces états justement, il me semble important que, d'une part, on ait toujours en tête qu'il y a différentes formes de protection de l'enfance, suivant le contexte de présence ou d'absence des parents, et puis d'autre part, en fonction de la forme de protection de l'enfance, qu'on soit dans de l'accompagnement ou dans de la substitution, les diverses conditions juridiques qui permettent de mettre en œuvre ces différentes mesures en fonction de la situation familiale doivent être maîtrisées. Et pour se situer finalement dans cette diversification, et comme je l'ai déjà dit, ne pas simplement avoir un catalogue de mesures qui n'auraient pas d'organisation entre elles, ni donc un sens logique, pour éviter cela, il me semble qu'il convient de retourner aux fondamentaux juridiques qu'on me demande de proposer, et parce que ces fondamentaux juridiques, finalement, construisent l'ordonnancement de ces mesures, les finalités, finalement, et les conditions de droit permettent de faire un tri entre les typologies des mesures suivant les finalités, et puis ils permettent aussi de repérer qu'il y a aussi dans le texte une pluralité de mise en œuvre dans le cadre de chacune de ces mesures. Et grâce à ces mêmes références juridiques, vous avez compris que j'aborde, moi, comme une colonne vertébrale, il me semble que, de cette façon, une sorte de balise reconnue collectivement permettra donc de concevoir aussi et de penser comment on peut passer d'une mesure à une autre. Il me semble que sans la maîtrise de ces conditions de droit, on peut quelquefois ne pas toujours avoir la clarté de chacune de ces finalités et chacun de ces objectifs, mais pour autant, en tout cas, c'est un outil pour repérer quand est-ce qu'on est encore dans le cadre de l'accompagnement, quand est-ce qu'on est finalement peut-être plus trop dans le cadre de l'accompagnement. C'est pour ça que l'intervention publique de protection de l'enfance, qui est large, nécessite, à mon sens, de distinguer suivant qu'on se trouve dans l'objectif d'accompagnement de la fonction parentale ou suivant qu'il s'agit déjà de réduire la fonction, voire de changer le statut de l'enfant, qui fait partie des préconisations aussi de cette nouvelle loi du 14 mars 2016. S'agissant évidemment de ce premier point sur l'accompagnement de la fonction parentale,
Il me semble que l'ensemble des interventions qui accompagnent la fonction suppose que l'on retourne à un travail sur cette unité de finalité que recouvre la notion d'accompagnement. Il me semble aussi important de montrer que les conditions juridiques qui permettent de faire ce lien entre l'autorité administrative et l'autorité judiciaire tentent justement de construire une cohérence entre les deux typologies d'intervention, les deux organes décideurs de ces interventions d'accompagnement. Et puis il me semble aussi que, ça fera partie d'un troisième point dans ce premier travail sur l'accompagnement, c'est que une diversité de mise en œuvre s'arrime et ne peut pas faire autrement que s'arrimer à ces conditions de droit. Alors, parler de l'unité de finalité, c'est finalement rappeler que la finalité d'accompagnement, c'est soutenir la fonction parentale dans l'exercice et la fonction de parent dans l'exercice de leurs droits et obligations. Cela ne suppose pas une modification de l'autorité parentale, mais bien un accompagnement de cette pratique, de cette fonction. Le texte d'ailleurs de l'article 375, qui est le premier fond de l'intervention en assistance éducative, et dans le chapitre sur l'autorité parentale, ce qui n'est pas neutre, et définit la relation parent-enfant comme l'objet d'intervention publique en assistance éducative. L'assistance éducative elle-même témoigne de ce qui doit exister, un travail sur cette relation parent-enfant, et l'accompagnement, du coup, en fait partie. L'accompagnement donc de la fonction parentale prend sa source dans les finalités de l'autorité parentale qui sont posées à l'article 371.1 du Code civil. Je fais ce lien systématiquement parce que sans la démonstration qu'on se trouve sur une problématique de protection de la santé, sécurité, moralité, sur une problématique liée à l'éducation ou au développement de l'enfant, on ne pourra pas justifier légalement d'une intervention publique légitime. Cette double donc, finalité d'autorité parentale témoigne d'ailleurs de ce que les parents ont des prérogatives et des obligations pour ces finalités, et cela suppose justement qu'ils exercent de prime abord ces prérogatives et ces obligations en intégrant les besoins de l'enfant en fonction de son âge ou de ses spécificités éventuelles. Autrement dit, à ce stade de la réflexion, peu importe que l'intervention soit judiciaire ou administrative, pour l'instant, la finalité de l'intervention d'accompagnement a une visée donc d'instauration ou de restauration des relations adaptées aux besoins de l'enfant par les parents. Et quelle que soit la mesure privilégiée, finalement, est nécessaire pour apporter cette aide et ce soutien à la famille, les besoins des parents pour adapter leur fonction parentale construisent le fondement de l'intervention publique dans cette première forme publique donc de protection de l'enfance. On peut repérer du coup d'ailleurs que la forme de l'accompagnement répond à une unité aussi de construction dans le droit français, puisque l'accompagnement tel que c'est inscrit dans le droit français a une durée limitée. Cela n'empêche évidemment pas une succession de mesures mais auprès de la même famille, mais cette intervention suppose une segmentation pour le coup temporel dont l'objectif est de vérifier régulièrement si la situation nécessite encore finalement une mesure d'intervention, car l'intrusion finalement dans la vie privée des usagers ne peut pas être sans fin. Il n'est pas possible d'ailleurs aussi dans la technicité de ces mesures d'accompagnement, il n'est pas possible d'ailleurs de prendre une décision d'accompagnement de plus d'1 an quand il s'agit d'intervenir en administratif ou de plus de 2 ans en judiciaire. Je sais bien qu'il y a des circonstances exceptionnelles dans ce cadre-là inscrites à l'article 375, mais elles sont justement bien à la marge. Un rapport d'évolution, de la même façon, doit de toute façon, nous dit le texte de l'article 375, être transmis annuellement. Et depuis l'entrée en vigueur de la loi de 2016, tous les 6 mois, un rapport d'évolution doit être transmis lorsque l'enfant a moins de 2 ans.
Voilà une petite nouveauté. Le renouvellement donc de la mesure ne saurait être automatique, ne saurait être de tacite reconduction, et le renouvellement de la mesure, précise aussi encore le texte, doit être rendu possible par une décision spécialement motivée, ce qui justifie à nouveau que l'on redécouvre ou qu'on repère des éléments de danger ou de risque de danger. Cette intervention donc à durée limitée de l'accompagnement de la fonction parentale rappelle aussi que la mesure administrative ou judiciaire peut cesser à tout moment, du moment qu'une condition juridique de mise en œuvre n'est plus observée en cours de mesure. C'est notamment le cas, par exemple, lorsque les parents, dans une décision administrative, ne consentent plus en cours de mesure à la mesure initialement acceptée. C'est aussi, et ça devrait peut-être plus souvent être le cas, lorsque la mesure judiciaire produit des effets positifs au point de ne plus être nécessaire en cours de mesure, puisque le danger ne serait plus repéré en cours de mesure. Pour suivre donc au mieux les évolutions de la situation familiale, je dois aussi rappeler ce que la loi de 2007 avait mis en œuvre, mais qui a eu du mal à s'installer dans les pratiques, c'est que la loi de 2016, cette fois, a remis une place fort prépondérante au projet pour l'enfant. La nouvelle loi donc de protection de l'enfant a écrit dans un nouvel article, quand même en L223.1.1 du Code de l'action sociale et des familles, qu'il ne fait aucun doute que le projet de l'enfant visant à garantir le développement physique, psychique, affectuel, intellectuel et social doit être rédigé en dehors des aides financières dans toutes les autres mesures. Mesures de prestation ASE, mesures judiciaires. Peu importe donc que la décision soit au domicile ou au placement, peu importe aussi que ce document, il faut que ce document finalement accompagne le mineur, dit le texte, tout au long du parcours au titre de la protection de l'enfance et qu'il soit construit, on le redit, en cohérence avec les objectifs fixés dans la décision administrative ou judiciaire le concernant. Voilà un petit peu des éléments que j'estimais clés de cette unité de finalité dans l'accompagnement qui se repère autant en administratif qu'en judiciaire. Et il me semblait aussi important qu'à cette unité de finalité, on puisse aussi remarquer que les différences aussi s'opèrent suivant qui décide des mesures. Et les mesures, finalement, sont différentes suivant les conditions juridiques. Alors, ça me permet d'annoncer que la différence des intervenants, finalement, qui prennent les décisions, que ce soit le président du conseil départemental ou l'autorité judiciaire, le juge des enfants, les intervenants ne peuvent intervenir sans vérifier les conditions de droit pour mettre en œuvre les mesures. Et si la loi de 2007 a véritablement délimité un périmètre d'action assez précis, elle a aussi eu le grand avantage de s'appuyer sur des terminologies qui construisent des bases juridiques communes et repérables par chacun. Les conditions donc qui légitiment l'intervention publique dans la sphère privée s'articulent donc autour de cette colonne vertébrale liée à la fonction parentale. Il est d'abord préalablement nécessaire de repérer une notion de danger ou de risque de danger, évidemment, et ça resserre du coup le propos sur la relation parent-enfant. Autrement dit, il faut donc montrer que le parent présente un dysfonctionnement pour sa santé, la sécurité, la moralité de l'enfant, les conditions d'éducation ou de développement. Ou bien, il faut montrer que le contexte familial composé de plusieurs paramètres présente un risque suffisant de dysfonctionnement dans la prise en compte des besoins physiques, intellectuels, sociaux et affectifs. Et si ce risque n'est pas encore matérialisé en termes d'effets visibles sur l'enfant, les comportements parentaux produisent suffisamment d'alerte
en termes de prise en compte des besoins de l'enfant pour justifier d'une mesure. Donc les effets de ces comportements des parents sur l'enfant définissent la différence entre la notion de danger ou la notion de risque. Il y a risque s'il ne peut être repéré de symptômes encore visibles sur l'enfant. Il y a danger, il y a davantage danger dans le cas contraire. Et puis, à côté de ces notions juridiques fondamentales pour justifier un accompagnement administratif ou judiciaire, est entré aussi dans la composition des conditions juridiques le consentement des parents à une mise au travail sur leur fonction parentale. C'est ce consentement finalement qui permet de faire la répartition entre les mesures administratives et les mesures judiciaires. Le travail sur cette condition a permis d'ailleurs d'initier la subsidiarité de l'action judiciaire, mais c'est une condition qui, en pratique, peut souvent manquer dans les rapports sociaux, de sorte que, en tous les cas, peut ne pas être suffisamment étayée dans les rapports sociaux, de sorte que des mesures administratives peuvent être faussement acceptées sans que la réalité d'un consentement à une mise au travail de la fonction parentale ne soit concrètement observée. Donc les personnes qui mettent en œuvre la mesure, d'ailleurs, s'en rendent très rapidement compte dès le démarrage de l'accompagnement. Et cela peut du coup aussi poser des difficultés parce que la prise en compte des besoins de l'enfant suppose qu'on réagisse tout de même au plus tôt. Ce qui fait du coup la différence du point de vue textuel entre une mesure administrative ou judiciaire, c'est la prise en charge donc la prise en charge de la situation par le président du conseil départemental en raison d'un consentement des parents à cette mesure administrative. Le fait finalement que les enfants montrent des effets liés au dysfonctionnement des parents ne permet pas exclusivement une intervention judiciaire. Et là, je voulais qu'on revienne sur l'article L226.4 du Code de l'action sociale et des familles parce que ça fonde finalement les raisons pour lesquelles on peut intervenir au judiciaire ou on ne peut pas intervenir, on ne peut pas saisir le procureur de la République. Dans cet article L226.4, la saisine de l'autorité judiciaire suppose une situation de danger, et là le texte est très clair, pas de risque. Donc une situation de danger, ça fait appel à une situation avancée en matière de dégradation de la situation, puisque les comportements des parents ont schématiquement un effet visible déjà sur le comportement des enfants. Et puis, l'article en question ajoute clairement une deuxième condition pour intervenir au judiciaire. Quand on passe donc la situation de l'administratif vers le judiciaire, il faut une autre condition qui se cumule bien à la condition de danger. Le danger ne peut pas être repéré dans ces trois autres situations possibles représentant donc cette deuxième condition. Dans les cas qui sont prévus par la loi, depuis 2007, il existe, vous le savez, l'échec d'une mesure administrative qui justifie qu'en cas de danger, on puisse saisir le procureur. Et puis, la deuxième situation, c'est le refus de la famille d'une mesure administrative ou une impossibilité de collaborer de la famille qui justifie, s'il y a un danger, d'agir au niveau de l'autorité judiciaire. Mais depuis 2016, on a ajouté une troisième situation qui correspond donc à un cas représentatif de cette deuxième condition. Le danger, du coup, suppose qu'il puisse être qualifié de grave et immédiat, notamment dans les situations de maltraitance, c'est ce que dit le texte, pour justifier une saisine du parquet. Donc cette troisième possibilité, donc cette nouvelle possibilité de saisine du procureur aux fins de saisir le juge des enfants permet de signifier que des comportements, notamment qui peuvent être à caractère pénal des parents, relèvent du judiciaire, ce qui représente donc une sorte quand même d'inflexion, ou une précision en tout cas importante que ne faisait pas la loi de 2007 à ce sujet.
Ces conditions juridiques, finalement, pour justifier une intervention administrative ou judiciaire d'accompagnement de la fonction parentale, peuvent, du coup, grâce à elles, grâce à leur maîtrise, justifier des variations au cours d'une prise en charge d'un enfant avec sa famille. On peut justifier, dans le cours d'une prise en charge, un changement de cadre d'intervention. C'est ainsi qu'une mesure administrative ou judiciaire à domicile peut nécessiter un placement en cours de mesure ou inversement, en raison des évolutions favorables ou défavorables de la situation. Mais aussi en matière de variation, il me semble que les textes n'excluent pas du tout que si une situation administrative peut être montée à une situation judiciaire, rien n'interdit d'envisager le contraire. Rien n'interdit d'envisager qu'une situation judiciaire redevienne peut-être administrative, voire s'arrête, car dans ce cas-là, l'évolution de la situation, l'évolution de la prise en charge correspondrait davantage aux circonstances dans lesquelles le président du conseil départemental serait compétent. La considération de ce mouvement entre l'autorité judiciaire et l'autorité administrative traduit une diversité de mesures, traduit aussi une variété des prises en charge au regard de l'implication volontaire ou non des parents, laquelle implication peut varier négativement ou varier positivement au cours de la prise en charge. Cette diversité du coup de types d'intervention administrative ou judiciaire qui s'arriment à ces conditions de droit va traduire une diversité de prises en charge concrètes. C'est là où je voulais en arriver. D'après les textes, 2 formes de prise en charge de la relation parent-enfant existent juridiquement, devant l'autorité administrative ou devant l'autorité judiciaire. Certes, vous l'avez dit, ce qui fonde concrètement la grande répartition, c'est l'accompagnement à domicile ou l'accompagnement de la famille avec un placement de l'enfant. Mais dans l'accompagnement à domicile, progressivement, on a vu se diversifier des modalités différentes d'intervention. Au niveau administratif, l'accompagnement à domicile se décline d'après l'article L222.3, suivant plusieurs types de prestations ASE qui peuvent être éventuellement mises en œuvre par le secteur habilité, l'intervention d'un technicien ou d'une technicienne de l'intervention sociale et familiale ou d'une aide ménagère, on en a parlé, un accompagnement en économie sociale et familiale ou aussi une intervention d'un service d'action éducative. Au niveau judiciaire, l'accompagnement à domicile, ou en tout cas dans le milieu de vie actuel de l'enfant, dispose en forme de principe que chaque fois qu'il est possible, le mineur doit être maintenu dans son milieu actuel. Ainsi, un service ou une personne doit apporter aide et conseil à la famille afin de surmonter les difficultés matérielles ou morales qu'elle rencontre. C'est la base de l'accompagnement judiciaire en milieu actuel, mais on peut aussi repérer que dans cet accompagnement à domicile ou accompagnement auprès en tout cas de la famille, on peut repérer qu'un texte du Code de l'action sociale et des familles a en 2007 prévu une possibilité d'accueil par le service ASE ou les services habilités d'accueillir tout mineur pendant toute ou partie de la journée dans un lieu situé, si possible, à proximité de son domicile, afin de lui apporter un soutien éducatif ainsi qu'un accompagnement à sa famille dans l'exercice de sa fonction parentale. Je ne sais si cette intervention est bien connue en pratique, mais elle permet un entre-deux entre la mesure à domicile et le placement, autorisant une intervention finalement importante pendant la journée. Mais au niveau administratif, il faut remarquer que cette mesure ne fait pas partie des cas de mineurs confiés à l'aide sociale à l'enfance, de sorte que la responsabilité engagée ne peut pas être transférée du côté de l'établissement ou du service qui l'accueille à la journée. En revanche, dans le cadre judiciaire, le 4e de l'article 375.3 du Code civil prévoit, au titre des mineurs confiés, l'accueil des mineurs à la journée
ou suivant toute autre modalité de prise en charge qui laisse un spectre très large aux diversités. Cette dernière mesure, qui est cette fois judiciaire, permet au juge des enfants, dans le cadre d'un placement direct, de confier donc à un service ou à un établissement habilité, avec possibilité, par exemple, de droit de visite et d'hébergement élargi, permettant de limiter la cassure qui est opérée par la coupure du placement. Donc, dans ce cas, la responsabilité, au contraire de la version administrative, incombe au service en charge de ce placement direct. L'article donc 375-4 prévoit également, il faut le redire, puisque finalement les services d'AEME sont amenés à aussi côtoyer les situations de placement, puisque l'article 375-4, toujours depuis 2007, prévoit dans tous les cas où l'enfant est confié en direct, en direct dans le cadre d'une mesure de placement en dehors donc d'une mesure de placement à l'aide sociale à l'enfance, il est possible de prévoir une mesure d'AEMO pour apporter aide et conseil à la personne ou au service à qui l'enfant est confié, ainsi qu'à la famille, et de suivre le développement de l'enfant. De la sorte, ces mesures donc de soutien et d'accompagnement que vous connaissez à divers endroits finalement du parcours d'un enfant croisent des familles dont la situation est plus ou moins dégradée et plus ou moins aussi différente dans la prise en charge. J'ai aussi repéré dans les diversités de prise en charge qu'il est possible, même si il me semble qu'elle n'est pas toujours connue, j'en ai entendu quand même parler, de l'assistance éducative en milieu ouvert avec une possibilité d'hébergement. Le service après-vente en a copieusement illustré un propos. Elle est prévue donc à l'article 375.2, mais alinéa 2, et j'appelle ça cette fameuse, entre guillemets, mesure qui est connue surtout, moi je dirais, dans la pratique, par sa rareté d'application, suppose donc depuis 2007 que le juge des enfants peut autoriser le service d'AEMO en charge de la situation familiale à assurer à l'enfant un hébergement exceptionnel ou périodique. Bien évidemment, cette notion d'AEMO ne transfère pas la garde de l'enfant à un particulier, un service ou un établissement, pas plus que donc la responsabilité. En revanche, il est possible en cas de crise ou en cas d'une nécessité éducative à penser, d'héberger le mineur ponctuellement pour s'adapter aux besoins, soit de souffler de l'enfant, soit de souffler de ses parents, soit de souffler des deux. Enfin, c'est une formule pour indiquer que ça s'adapte suivant les contextes, mais surtout, ça ne produit pas un transfert de garde. Cet AEMO-H n'engage donc pas la responsabilité de la structure accueillante en cas de dommages réalisés par les enfants. Et en revanche, il n'y a que très peu de ce type de mesures, parce que ce que je côtoie, moi, en pratique, c'est beaucoup plus des situations de placement éducatif à domicile qui, pour le coup, techniquement, dans les textes, n'apparaît pas. Un placement, en effet, éducatif à domicile peut paraître un petit peu antinomique, puisqu'on est dans un cas où l'enfant, s'il y a placement, ce placement doit être justifié, comme le disait l'article 375.2, qu'il ne puisse plus rester dans son milieu de vie actuel. Or, un placement à domicile, sémantiquement en tout cas, ça peut soulever quelques débats. Il n'empêche aussi que dans ces notions d'accompagnement, on ne peut pas faire en dehors des mesures sans changement de lieu de vie de l'enfant, on ne peut pas faire l'économie du placement de l'enfant pour envisager les perspectives aussi dans certaines situations. Et l'accompagnement par le placement fait partie aussi d'une forme de protection de l'enfance. C'est pour ça qu'il me semblait aussi nécessaire de reparler de ce que ces mesures de placement de l'enfant, suivant les mesures administratives ou judiciaires, peuvent être également diversifiées. L'enfant
ne peut être placé au service de l'aide sociale à l'enfance. Dans ce cadre-là, s'il est placé dans un cadre donc, de placement administratif, les services de l'aide sociale à l'enfance ne peuvent choisir que les services d'un établissement ou d'une assistante familiale agréée. Je parle bien dans le cadre d'une mesure d'accompagnement. En revanche, le juge des enfants, lui, a plus de liberté dans les mesures de placement, puisqu'il a la possibilité de confier l'enfant à son autre parent, à un membre de la famille ou un tiers digne de confiance, au service ASE, à un établissement ordinaire ou spécialisé. Et lorsque le placement est direct, c'est là que s'imbriquent également les mesures d'AEMO. Ce que je voulais particulièrement redire pour pouvoir faire, on va dire, une cote mal taillée peut-être, mais en tous les cas se repérer méthodologiquement à partir des éléments juridiques sur la différence entre placement et mesure en milieu ouvert, c'est que juridiquement, il est nécessaire de démontrer l'impossibilité pour l'enfant de rester dans son milieu de vie actuel. Et à peine, sinon, de se voir sanctionner, comme le fait régulièrement la Cour européenne des droits de l'homme, en considérant la disproportion d'une mesure de placement ou en considérant l'insuffisance de motivation d'une mesure de placement. Ce que l'on peut aussi repérer comme différence dans les mesures de placement, quand cette mesure est administrative ou judiciaire, c'est que contrairement à l'autorité administrative, le juge des enfants peut, à titre exceptionnel, quand on est dans des situations évidemment problématiques, le juge des enfants peut exceptionnellement autoriser le tiers à qui l'enfant est confié à exercer un acte de l'autorité parentale en cas de refus abusif ou injustifié ou en cas de négligence des détenteurs de l'autorité, à charge pour le demandeur de rapporter la preuve de la nécessité de cette mesure. Cela ne s'apparente pas à une délégation de l'exercice de l'autorité parentale, puisque le juge des enfants n'est pas compétent dans ce type de mesure. En revanche, cela permet, dans ces situations de placement, d'envisager quelque chose que ne peut pas faire le président du conseil départemental, mais que le juge des enfants peut faire pour faire avancer une situation quand le fonctionnement ou le dysfonctionnement des parents dans la prise en compte des besoins de l'enfant ne lui permet pas finalement d'adopter une décision pour le mineur. L'ensemble donc de ces mesures d'accompagnement de la fonction parentale n'ont pas à vocation première à agir sur l'exercice au sens juridique de l'autorité, puisqu'elles sont à durée limitée, puisque seul le juge aux affaires familiales et d'autres tribunaux sont compétents sur le démembrement de la fonction parentale. L'objectif concret de l'accompagnement, pour lui baliser quelques repères, finalement, c'est de rétablir un équilibre dans la relation parent-enfant, c'est d'apporter des réponses, des outils, des moyens aux parents d'avancer sur leur dysfonctionnement. On ne rappellera donc jamais assez que ces mesures de mineurs où le mineur est confié à ne sauraient être prises sans démontrer donc l'impossibilité pour l'enfant de rester dans son milieu de vie actuel et que donc l'absence de motivation en ce sens peut faire l'objet d'une infirmation par des cours d'appel en interne, mais ça peut aussi donner lieu, je l'ai redit, je l'ai déjà dit, sur la question de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme qui, elle aussi, sanctionne les disproportions de placement. Cette diversification dans les mesures d'accompagnement exige donc d'adapter chacune de ces modalités aux besoins de l'enfant avec sa famille. La mesure la plus intrusive que représente le placement ne saurait être pensée finalement par précaution, sans démonstration. Et puis la distinction entre ces mesures ne saurait avoir une autre finalité que l'accompagnement. Sinon, elle s'arrogerait une autre compétence que ne recouvre pas en principe le placement du mineur ou même les mesures en milieu ouvert. Le droit n'a pas prévu finalement que les mesures d'assistance éducative
correspondent à des mesures de délégation, de retrait ou de tutelle ou de délaissement parental aujourd'hui. Cette différence, donc, finalement, avec les autres mesures d'accompagnement doit être marquée. Il n'y a pas les mêmes compétences judiciaires, il n'y a pas les mêmes hiérarchies, finalement, entre les interventions suivant les finalités de ces interventions. Et du coup aussi, les conditions de droit qui permettent d'intervenir en cas d'accompagnement ou qui permettent d'intervenir sur les autres mesures de protection de l'enfance ne sont pas du tout les mêmes. Les connaître, en revanche, me paraît important pour les professionnels que vous êtes, afin de pouvoir retraduire l'évaluation de votre situation en fonction de ces diverses mesures. Il n'est pas rare que dans le cadre d'une mesure d'AEMO, notamment, par exemple, on ne parlait que d'elle, il soit possible de repérer d'autres éléments dysfonctionnants, mais qui ne sont pas que dans la relation parent-enfant, mais qui sont aussi dans le couple. Il n'est pas rare aussi de pouvoir repérer que des éléments en lien avec la fonction parentale et l'exercice de l'autorité parentale sont au cœur, finalement, du dispositif d'intervention et qu'il est probablement aussi nécessaire d'agir là-dessus. Il n'est pas rare également que de votre intervention, même en milieu ouvert, il puisse y avoir une autre orientation qui prenne le tour d'un démembrement de l'autorité parentale. Je vois que j'ai peu de temps, mais je voulais au moins vous dire ce que les autres mesures de protection de l'enfance permettent pour pouvoir le mesurer à l'accompagnement. En 5 minutes ? Oui, en 5 minutes. Les professionnels, je le disais, peuvent observer au-delà de leur mission et constater donc qu'une autre mesure de prise en charge, de finalité de protection de l'enfance devrait remplacer la mesure d'accompagnement. Cela suppose là aussi de vérifier les conditions de droit. Cela suppose probablement aussi de les connaître pour pouvoir les écrire dans un rapport. Et puis aussi, cela permet d'apporter un éclairage complémentaire pour ne pas faire entrer dans l'assistance éducative des enjeux qu'elle ne peut pas assumer. Il existe donc une nouvelle fois là une diversification des mesures d'intervention auprès de l'enfant qui cette fois peut être privée des capacités parentales suffisamment graves ou carrément il peut être privé définitivement de ses parents. Alors, je vais les énoncer puisque j'ai peu de temps. Les moyens d'intervenir autres et qui constituent aussi des moyens de protection de l'enfance, c'est notamment la possibilité d'intervenir sur l'exercice de l'autorité parentale. Intervenir sur l'exercice de l'autorité parentale, c'est notamment vous parler de la question de la délégation de l'exercice de l'autorité. Quand de vos évaluations, vous repérez qu'il y a une problématique dans la prise de décision et que les parents ne peuvent de manière autonome finalement prendre des décisions relatives à l'enfant, il paraît important de pouvoir s'interroger, je n'ai pas dit forcément produire automatiquement un changement de cap, mais de s'interroger sur le fait de savoir si on se trouve dans ce que prévoient les cas de désintérêt, c'est-à-dire une situation de désintérêt manifeste ou une situation où les parents sont dans l'impossibilité d'exercer tout ou partie de l'autorité. Voilà pour une première illustration d'une autre orientation, mais qui correspond aussi à la protection de l'enfance. L'autre type d'intervention sur la fonction parentale, on en a reparlé dans le cadre de la loi de 2016, c'est la question du retrait de l'autorité. Donc c'est l'intervention sur la fonction, c'est le retrait de l'autorité parentale qui n'est pas à confondre avec le retrait de l'exercice de l'autorité parentale, ce n'est pas la même chose. Le retrait de l'autorité parentale, autrement dit l'ancienne déchéance, ou le délaissement parental sont des modalités aussi qui viennent intervenir beaucoup plus sur la fonction, beaucoup plus sur les droits et devoirs des parents,
et qui viennent intervenir dans des contextes où, par exemple, au niveau du retrait de l'autorité parentale, les parents peuvent, par des, on vous dit, mauvais traitements, consommation habituelle ou excessive de boissons alcooliques ou d'usage de stupéfiants, inconduite notoire, comportement délictueux, défaut de soins ou manque de direction, mettent en danger la santé, la sécurité, la moralité de l'enfant. Ça pose question par rapport à vos situations, car il me semble que pour certains d'entre celles que vous traitez, il y a déjà ces éléments. En tous les cas, c'est aussi une réflexion à mener. Puisque l'idée, c'est d'agir sur la fonction. Alors, bien sûr, ça peut ne pas agir que sur les deux parents exclusivement, ça peut n'agir que sur un seul parent. En tous les cas, c'est une décision qui est prise par le tribunal de grande instance, qui vous témoigne de l'importance finalement de cette décision. Et même si une restitution est possible, cette décision de retrait est tellement peu pratiquée alors que c'est une mesure dite de protection de l'enfance, que l'on a peine à déjà vérifier en pratique quelles sont les circonstances nouvelles qui justifient cette restitution. On a une nouvelle mesure qui remplace la déclaration judiciaire d'abandon et qui traite de la question de la déclaration judiciaire du délaissement parental. Cette mesure, d'ailleurs, cette décision qui peut être prise est inscrite désormais dans l'autorité parentale, n'est plus inscrite dans le chapitre de l'adoption. C'est à noter techniquement, car au fond, l'objet, ce n'est pas d'agir en vue d'une adoption, mais c'est particulièrement d'agir sur la fonction. Et ce délaissement parental, d'après le nouvel article 381.1, précise qu'un enfant est considéré comme délaissé lorsque ses parents n'ont pas entretenu avec lui les relations nécessaires à son éducation ou à son développement pendant l'année qui précède l'introduction de la requête. On a ici une durée minimale, ce qui a aussi à repérer, même si ce n'est pas nouveau dans la technicité, c'est que toute personne qui a recueilli un enfant et qui constate cette situation a l'obligation de saisir le tribunal de grande instance. C'est une précision de taille. La précision aussi, c'est que contrairement à la déclaration judiciaire d'abandon, le délaissement parental peut toucher un seul parent ou deux parents. Bien sûr, cette dernière, je voulais aussi évoquer, mais alors voilà, saupoudrer, la possibilité d'autres mesures de protection de l'enfance qui concernent la tutelle, à ne pas oublier la tutelle des mineurs, car c'est un autre système de protection du mineur qui certes témoigne de ce que la fonction parentale n'est plus, mais c'est une autre façon aussi d'intervenir. Je terminerai du coup en disant que la diversification des seules mesures d'accompagnement ne saurait répondre de manière complète à toutes les situations où la fonction parentale est dégradée à l'égard du mineur. Il faut aussi intégrer les limites et les finalités légales de ces interventions en matière d'accompagnement pour rendre cohérentes ces interventions, ne pas les tordre, et la cohérence juridique d'intervention en fonction des besoins évalués de l'enfant, avec ou sans parents, permet de considérer la place de chaque usager, permet d'appréhender une protection de l'enfant qui me semble plus opportune et conforme à la réalité vécue par l'enfant. La cohérence finalement entre le statut de l'enfant et la réalité observée ne peut certainement opérer, et c'est l'idée de la loi, une concordance bénéfique pour l'avenir du mineur. Je vous remercie de votre attention. Merci, madame.